Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar, le premier d'une longue série. Je suis David Fernandez, président de Meta2i. Meta2i est une société d'intelligence industrielle établie à Saint-Étienne. Notre mission est d'accompagner les industriels dans la maîtrise de leur transition numérique. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet kmprod.eu. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes facettes de la mise en place d'actions qui permettent de répondre à la question: comment accroître la productivité de votre atelier? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Notre équipe de modération en sélectionnera quelques-unes auxquelles nous répondrons en fin de webinaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprise 4.0, de nouvelles technologies qui permettent d'interconnecter l'ensemble des processus de l'entreprise entre eux. Elles doivent nous permettre de répondre aux exigences du marché, à savoir être flexible, limiter les rebuts, répondre avec des délais rapides, courts, et également de pouvoir réaliser de nouveaux produits en toute agilité. Très bien, mais comment faire? Pour répondre à cette question, nous allons partir d'un cas réel et ensuite nous allons parcourir toutes les thématiques de ce sujet via un fil conducteur porté par ce projet, par ce cas réel. Donc, commençons par ce retour d'expérience d'un industriel qui m'a contacté il y a quelques mois, assez récemment, sur une problématique. Tout d'abord, il m'a évoqué le fait qu'il avait un parc machine avec des opérateurs qui faisaient des saisies manuelles. Donc les saisies étaient bien souvent faites en fin de poste. Avant de partir, les opérateurs écrivaient sur leur support papier ce qu'ils avaient pu faire sur leur poste. Dans cet état de fait, l'indicateur qui lui est propre, c'est-à-dire le temps de production, était de 70%. Et donc il m'a contacté pour savoir comment l'industrie 4.0 pouvait l'aider à améliorer cet indicateur. Mais avant de pouvoir l'aider, je lui ai demandé est-ce qu'il savait, est-ce qu'il était informé de ce qu'était l'industrie 4.0. Pour répondre à cette question, on a parcouru l'historique de l'industrie 4.0. Donc, tout d'abord, l'industrie 4.0 est considérée comme un nouveau modèle d'usine, né de la quatrième révolution industrielle, qui a succédé à la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation. Elle correspond en fait à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production, mettre en place des usines intelligentes où tout est connecté, interconnecté, les machines, les produits. Tout est relié dans un même réseau et ce réseau est ouvert vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'usine du futur. D'une vision plus simpliste, on peut dire que l'industrie 4.0 est l'application des technologies grand public à l'industrie. On a plus de données, une meilleure interprétation et surtout une aide à la décision en proposant des solutions, voire même en prévenant les situations problématiques. Concrètement, c'est ce qui existe aujourd'hui dans le grand public avec les bracelets connectés qui permettent de récupérer la tension, le rythme cardiaque, afin d'en tirer certaines conclusions et alerter les patients. Donc, dans les usines, on va retrouver des technologies de l'information, de l'IoT, des jumeaux numériques, des outils de pilotage. Tous ces outils rendent progressivement les usines de plus en plus agiles, de plus en plus efficaces et surtout de plus en plus compétitives. C'est une révolution technologique qui est porteuse de nombreuses innovations et créatrice surtout d'un nouveau type de marché. Car cette industrie 4.0 suppose une notion de service. Effectivement, si on prend l'exemple d'un grand fabricant de pneumatiques, qui aujourd'hui ne vend plus ses pneus sur commande, mais sur un nombre de kilomètres parcourus par les camions. Donc, les roues sont connectées, le camion est connecté, et régulièrement, l'industriel reçoit l'état d'usure, l'état de santé, on va dire, du pneu, afin de pouvoir livrer au transporteur les pneus au bon moment. Ce concept, on le retrouve aussi chez HP, avec leur nouveau service Instant Ink. Vos imprimantes chez vous sont connectées à Internet et régulièrement, elles envoient le niveau d'encre, la consommation, le nombre de pages imprimées, ce qui permet de facturer à la page et de réapprovisionner en cartouche sans aucune action de l'utilisateur. C'est tous ces services qui sont sous-entendus par l'industrie 4.0. C'est un nouveau type de marché. L'exemple le plus parlant, je trouve, c'est M&M's, tout simplement avec ces dragées personnalisables. Vous allez sur le site marchand d'M&M's, vous chargez une image, un logo, et 6 jours après, vous recevez vos M&M's avec votre logo imprimé dessus. Pour vendre ce service, M&M's a dû
connecter son site marchand avec son outil de production. L'imprimante en bord de ligne reçoit directement l'image chargée par le client. Et en moins de 6 jours, vous avez vos M&M's personnalisés dans votre boîte aux lettres. Donc ce concept d'industrie 4.0 va bien au-delà des besoins immédiats d'améliorer un simple indicateur. C'est une notion, c'est porteur d'une vision long terme et stratégique pour l'entreprise. Mais alors, comment faire pour améliorer sa productivité? Tout d'abord, il faut mesurer. Car oui, effectivement, si on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Et surtout, il faut mesurer avec des données fiables. Si nous reprenons cet exemple de l'industriel qui souhaitait améliorer son indicateur, tout d'abord, on a conclu qu'il fallait instrumenter ces machines, les connecter, numériser toutes les informations qui ne pouvaient pas être récupérées automatiquement, donc pour que l'opérateur puisse saisir de façon numérique et non plus papier, en temps réel, plus de décalage, plus d'oubli. Et toutes ces données ont été concentrées dans un module TRS d'un MES pour justement en tirer l'indicateur. Et là, à la grande surprise de l'industriel, l'indicateur n'était pas de 70%, comme il le pensait, mais de 54%. Et là, sur la boucle de mesure, il n'y avait aucun doute sur la véracité des valeurs. Bien souvent, les industriels ont une vision optimiste de leur outil de production et ils sous-estiment les marges de gain et donc de retour sur investissement qu'ils peuvent avoir sur la mise en place d'un système d'information. La seconde surprise a été de voir que dans les semaines qui ont suivi la simple communication de la direction sur le lancement d'un programme d'amélioration continue, l'indicateur s'est amélioré. Il est monté naturellement à 60%. Ceci pour une simple raison, c'est que le fait de communiquer sur une action d'amélioration motive l'ensemble des équipes. Mais ce gain, bien souvent, est temporaire. Si l'action n'est pas suivie de la mise en place de méthodologies d'amélioration, la motivation des équipes redescend et on retombe dans les mêmes travers d'avant. Il est donc important de mettre en place une stratégie d'amélioration en continu. Et comment mettre une démarche d'amélioration en continu? En mettant en mettant en place une démarche d'amélioration continue. Tout simplement, définir des objectifs, mesurer l'état actuel de la situation, analyser, améliorer en proposant des plans d'action et pérenniser l'amélioration obtenue en contrôlant les retours et en adaptant éventuellement ce qui a été mis en place. Et garder ce rythme de mise en place de démarches d'amélioration continue. L'amélioration continue ou Lean Manufacturing supporte différentes méthodes, les 5S, le Kaizen, Six Sigma, mais peu importe la méthode choisie. Ce qui est important, c'est de prendre la méthode qui corresponde aux objectifs que vous êtes fixés. Donc l'amélioration des process, certes, mais aussi l'amélioration des méthodes. Collecter l'information est important, mais l'essentiel est surtout de la contextualiser et de la restituer de façon pertinente au bon moment, aux bonnes personnes, pour aider à prendre la bonne décision. Pour mettre en place une démarche, il est important de s'appuyer sur des outils numériques. L'un d'entre eux est le MES. Alors qu'est-ce que le MES, Manufacturing Execution System? Donc c'est un concept qui a été inventé dans les années 80 et qui est encadré par la norme ISA 95 depuis 2000. Elle désigne un logiciel qui permet d'exécuter, de gérer les opérations de fabrication sur 11 domaines. Ces 11 domaines vont être l'acquisition des données, la gestion du personnel, la gestion des ressources, contrôle qualité, l'analyse des performances, la gestion documentaire, la gestion de la maintenance, la gestion des procédés, la traçabilité, le cheminement des produits et l'ordonnancement. C'est vaste, mais ça permet vraiment de gérer tout le flux de production dans l'atelier. Le MES, en plus, en mettant en place tous ces domaines, en couvrant tous ces domaines, permet également de dématérialiser les process et les procédés. Clairement, ça permet de mettre en place une démarche zéro papier. Lorsque l'on parle de MES, bien souvent on parle aussi de MOM, Manufacturing Operation Management. En fait, le MOM est issu des travaux de l'ISA 95. Au fur et à mesure des années, ils ont proposé une vision plus générique du MES. Et ils en ont fait un véritable chef d'orchestre dans l'atelier.
C'est pour ça que deux notions sont apparues. D'une part, pour faire simple, pour faire simple, le MES qui représente l'outil de mise en place du MOM. Donc le MES va être le logiciel, et le MOM, les bonnes pratiques pour une gestion efficiente. Donc les bonnes pratiques pour mettre en place la solution MES. Le MES va s'adapter à l'environnement et au métier de l'industriel, afin de fournir la bonne information, au bon moment, à la bonne personne. Il va garantir la pertinence de l'information captée, tout simplement en se connectant à la source de la donnée, sur les machines, sur les capteurs. Il va contextualiser les données. Chaque donnée est liée à un contexte, pour pouvoir répondre à des questions simples qui sont qui a fait quoi, quand et où. Et c'est ça la clé du MES, c'est justement de mettre un contexte aux données. Il va permettre aussi de mettre l'information en situation. Typiquement, sur une gestion documentaire, proposer à l'opérateur les documents qui sont liés au produit qu'il est en train de produire. Et bien sûr, il va agréger l'information pour en tirer des indicateurs, que ce soit des indicateurs synthétiques ou consolidés en fonction des besoins de chacun. Il va permettre également de mettre en place du management visuel avec des grands écrans. Tous ces outils pour donner l'information au bon format. Le MES va également permettre de donner une nouvelle dimension aux indicateurs. Là où on se contentait de regarder le passé pour prendre des décisions, comme avec le TRS par exemple, le taux de service, tous ces indicateurs sont basés sur les données du passé pour en tirer des conclusions et agir sur le futur. Avec le MS, on peut mettre en place des indicateurs tournés vers l'avenir, comme par exemple la capacité, qui fournit l'état de la capacité de production, en fonction du calendrier des opérateurs, de la disponibilité du parc machine, des approvisionnements en matières premières. On peut définir sur les heures, les prochains jours, les prochaines semaines, notre prévision de production par rapport à notre capacité de production. Toujours dans l'idée d'utiliser au mieux son moyen de production. Lorsqu'on parle de MES, bien souvent, on pense à des nouveaux acteurs qui sont apparus dans la palette des outils numériques. On va penser à l'IoT et à l'IA. Et bien souvent, la question qui vient, c'est mais l'IoT n'aurait pas détrôné le MES? En fait, l'IoT, donc Internet of Things, et l'intelligence artificielle, couplées à une plateforme cloud, permettent d'avoir une prédiction des problèmes et d'optimiser les opérations. L'IoT et le Big Data sont deux éléments disruptifs majeurs de la révolution de l'industrie 4.0. Ce que ces technologies vont apporter, c'est le fait de pouvoir démocratiser justement l'accès à ces technologies. Avec la 5G, l'IoT va permettre d'avoir des coûts moindres, moins de maintenance, des faibles coûts de maintenance, des faibles coûts d'installation. L'IoT, la 5G couplée à une offre de commercialisation au format Pay as you go, à la fonctionnalité, va également permettre aux industriels à petit budget de faire un premier projet, voire de s'équiper en partant de zéro, sans avoir à tirer un réseau Ethernet sur leur site, à mettre en place du Wi-Fi. Voilà. Une mise en place beaucoup plus simple. Donc ces technologies ont le pouvoir à la fois de démocratiser l'utilisation des technologies numériques, mais aussi permettre de profiter pleinement de toutes les données collectées. Aujourd'hui, la récupération des données n'est plus un problème. La volumétrie des données devient un problème. Il faut l'utiliser à bon escient et de façon pertinente. On pourrait penser que, quelque part, la bonne solution, c'est de l'IoT, de l'IA et du MES. En fait, tout dépend du contexte. Si vous avez un flux de travail complexe, si vous avez beaucoup de besoins, si vous voulez vraiment numériser votre process, le MES continuera de jouer un rôle central dans votre système d'information. L'IoT et l'IA seront une composante de la solution. Les trois vont fonctionner. Le MES va s'appuyer sur l'IA pour proposer des solutions. L'IoT va fournir les données pour que le MES et l'IA puissent proposer les solutions. Si cependant vous cherchez juste une solution pour mettre en place un petit TRS, alors effectivement l'IoT a tout son sens, car comme on l'a évoqué, les coûts d'installation sont très faibles, ou tout du moins acceptables. Mais il faut garder à l'esprit que le simple besoin de TRS d'aujourd'hui peut dans un avenir très proche devenir un besoin plus vaste, un besoin de numériser tout son process. Et c'est là
où il faut se poser les bonnes questions pour faire le bon choix dès le départ. Donc, un MES qui s'adapte à votre spécifique aura une grande valeur ajoutée dans votre stratégie numérique. Et l'IoT et l'IA vont venir d'autant plus renforcer la position du MES sur votre système d'information. On parle beaucoup de numérique, de technologie, mais il ne faut pas oublier l'humain. Aujourd'hui, l'humain reste la clé du système. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif premier, qui est de s'améliorer et de trouver des solutions aux problèmes, voire même de les anticiper. La mise en place de ces nouvelles technologies ne veut pas dire moins d'employés. La rationalisation des employés a bien souvent déjà été faite dans les années précédentes. Aujourd'hui, on parle vraiment d'améliorer les performances, d'optimiser les tâches et de créer des métiers différents. Pour rappel, lors de la première révolution industrielle, la population était à 40% issue du milieu agricole. L'activité était principalement agricole. Aujourd'hui, elle ne représente que 2% de la population maximum. Et pourtant, il y a toujours du travail pour tout le monde. Donc c'est vraiment cette notion de nouveaux métiers et d'agilité. Et justement, l'humain est le principal levier de réussite de la révolution industrielle en cours. Pour réussir, les industriels ont besoin de l'implication de leurs employés. Je le répète, l'humain reste le cœur du système. La véritable réussite va être directement liée à l'utilisation qui va être faite par l'ensemble des acteurs des outils fournis. Cette révolution va créer beaucoup de changements, mais elle va surtout créer des profils plus polyvalents. Voilà, nous venons de survoler les principales thématiques qui permettent d'initier une démarche d'amélioration de la productivité. Pour conclure, je dirais que l'industrie 4.0 apporte une vague de nouvelles technologies dans l'univers industriel. Ce qui est certain, c'est que les industriels qui ne suivent pas cette révolution technologique resteront sur le bord de la route. Il y a vraiment une différence de positionnement qui sera flagrante et qui va vraiment écarter tous ceux qui n'auront pas pris ce virage numérique. Il faut garder aussi toute son attention sur le fait qu'on n'achète pas la motivation et l'implication d'une équipe. Elle va se faire à travers le management et la capacité des outils à s'adapter aux besoins des utilisateurs. Voilà ce qu'on appelle l'intelligence industrielle. Allier tous ces facteurs pour mener les industriels vers une productivité en phase avec notre temps. Je vais répondre à quelques questions qui ont été posées au cours de ce webinaire. Alors la première question est: quel est le temps minimum de déploiement d'une solution MES? Alors je dirais qu'une solution MES se met par étapes, par phase, par jalon. Le premier jalon peut être très rapide, de l'ordre de 2 à 3 mois, voire même parfois moins. Tout dépend de l'état de connectivité de votre site. Si typiquement vous avez déjà un réseau Ethernet, si vos machines sont déjà connectées, avec une supervision, un module qui permet de piloter l'ensemble du process, enfin, de l'automatisme on va dire, donc une supervision industrielle, très rapidement, en l'espace de un mois et demi, on peut déjà avoir les premiers TRS. Un simple TRS est assez rapide à mettre en place. Après, effectivement, si votre site n'est pas du tout équipé, qu'il faut installer des capteurs, voilà, il y a un petit peu de travail de câblage, donc qui peut prendre quelques semaines. Et ensuite, pareil, compter un mois et demi pour mettre en place un indicateur. Question suivante. Alors bonjour, quel type de capteur peut-on connecter au MES? Vibration, température? Alors je dirais qu'aujourd'hui, techniquement, il n'y a aucune limite. Tout type de capteur peut être connecté. Ce qui est intéressant, c'est plus ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, il paraît évident à tout le monde qu'avec l'IA, avec le big data, plus on a de données, plus on pourra en faire quelque chose. Ce qui est vrai. Toutes les données que vous récupérez aujourd'hui pourront peut-être vous servir dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Donc tout ce qu'on peut récupérer, il faut le récupérer. Et ensuite, technologiquement parlant, tous les capteurs peuvent être soit connectés, soit sont connectables, soit il faut mettre des passerelles pour les connecter. C'est le cas des capteurs un peu plus anciens. Et pour reprendre l'exemple de la température, si vous avez des capteurs type PT100 en 420 mA, aujourd'hui sur le marché, il existe des petits boîtiers adaptatifs qui permettent de se mettre entre le capteur et l'équipement pour dupliquer le signal 420. Question suivante.
Le MES couvre beaucoup de fonctionnalités. Faut-il toujours déployer ou faut-il déployer progressivement et si oui, par où commencer? Alors effectivement, il y a beaucoup de domaines d'action du MES. Par le passé, il est vrai qu'on avait tendance de prendre le projet MS comme un gros projet, en mode cycle en V. On met tout et on voit après. Aujourd'hui, c'est plus du tout la tendance. On va plutôt choisir une thématique. Bien souvent, on commence par enfin, il y a deux façons d'aborder la problématique. Il y a ceux qui vont attaquer par le terrain, c'est-à-dire avec un TRS, pour déjà commencer à récupérer des données et à tirer des indicateurs. Il y a ceux qui vont faire l'inverse, qui vont prendre plutôt côté gestion, qui vont commencer par mettre un module d'ordonnancement, de planification, pour commencer à redondancer avant de suivre dans l'atelier. C'est les deux grands axes qu'il y a aujourd'hui. Question suivante. Alors, quel avantage offre votre solution par rapport aux produits concurrents? Alors, si on parle entre solutions MES, je dirais que c'est pas le sujet aujourd'hui et on pourra en discuter sans problème en dehors de ce webinaire. Si on compare la solution MES aux autres solutions comme on va dire l'ERP ou l'IoT, je dirais que l'avantage du MES va être la proximité du terrain. Aujourd'hui, beaucoup de solutions MES beaucoup de solutions ERP proposent des modules MES, mais clairement, elles ne sont pas faites pour être connectées aux machines, ou très peu. C'est pas dans leur ADN. Là où le MES, lui, par contre, son ADN est de se connecter aux équipements et d'être plus proche du terrain. Donc ça va être la grosse différence. L'IoT aujourd'hui n'est pas encore une technologie mûre dans le sens où toutes les solutions IoT vont permettre de récupérer des données, de mettre en place un TRS, ça sans aucun souci. Mais après, quelque part, si elles font plus que ça devient du MES. Donc, elles ne vont, elles vont juste refaire ce que fait déjà un MES. C'est pourquoi une solution où le MES et l'IoT sont mis ensemble me paraît pertinent. Voilà, donc c'est je pense, les trois acteurs principaux du sujet. Donc la question suivante est qui doit piloter un projet MES? La DSI ou la production? Par le passé, les projets MES étaient gérés par la production. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus un sujet géré par la DSI, vu que c'est réellement devenu un sujet d'information. Voilà. C'est vraiment le système. Voilà. Le MES est devenu le système d'information de l'atelier. Et au même titre que le système d'information bureautique, donc l'ERP, la DSI a toute sa place pour gérer les projets. D'autant plus qu'elle va avoir une place sans opinion, on va dire. Elle va permettre d'organiser, elle va permettre de trancher certains choix technologiques, et surtout celle qui va être le chef d'orchestre côté équipe projet pour, voilà, pour gérer le projet. Donc le fait que la DSI soit à la tête des projets MES n'est aujourd'hui pas une aberration. Ce qu'il faut, c'est un centre de compétences où chaque strate de la hiérarchie est représentée, chaque strate de l'organisation est représentée. Il faut une équipe référente avec un référent production, un référent métier, un référent IT. Voilà. Question suivante. KMProd est-il compatible avec tous les ERP? Oui, KMProd est compatible avec tous les ERP comme tous les MES, vu que voilà, le cœur de métier du MES est justement de faire l'interface entre le terrain et l'ERP. La question suivante, IoT connecté au MES, où sont traités puis stockés les données? Alors, aujourd'hui, quand on parle IoT, on pense tout de suite au cloud, parce que c'est la tendance du marché. Il faut savoir qu'il y a des solutions IoT qui sont hébergées en local, où en gros, vous stockez vos données sur des serveurs hébergés on-premise, donc sur place. La tendance est quand même d'avoir des solutions IoT, voilà, tout ce qui est pay as you go, de toute façon, tout est hébergé dans le cloud. D'où se poser la question de la confidentialité des données, mais ça c'est un autre sujet. Donc effectivement, le MES peut être hébergé soit en local, soit dans le cloud. Dans les deux cas, que les deux vont discuter après via des services web ou autres pour échanger entre le cloud et vos serveurs en local ou tout entre le cloud si tout est hébergé. Dernière question, comment donner une volumétrie financière aux besoins de mon projet MES?
Alors ça, c'est une question qui n'est pas simple à répondre. Euh, un projet MES va dépendre effectivement du scope, enfin de la limite que vous allez poser. Comme on l'a évoqué, c'est pas un budget pour une fois. C'est un budget que vous allez lever tous les ans pour améliorer votre plateforme. Vous allez mettre un, deux modules, peut-être dans une partie du site, le faire tourner pendant quelques mois, puis dire je vais déployer sur d'autres lignes. L'année suivante, vous allez ajouter un module. L'année encore d'après, vous allez ajouter les saisies qualité, par exemple, et ainsi de suite. Cette notion d'amélioration continue est partie prenante d'un projet MES. C'est un investissement sur le long terme, plus qu'un investissement court terme. Donc le ticket d'entrée peut être très bas, il peut être de 10, 15, 30, 50 000 euros. Il peut monter très haut en fonction de la taille du site, en fonction de la couverture fonctionnelle que vous voulez, et effectivement aussi sur quel délai vous voulez le faire. Voilà, j'ai été heureux d'avoir pu vous présenter les usages du MES et de l'intelligence industrielle, un sujet d'avenir comme vous l'avez compris. Merci à vous et n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe ou moi-même si vous souhaitez entrer plus en détail. Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur LinkedIn pour vous tenir informé de nos prochains webinars et podcasts, car oui, la semaine prochaine, nous lançons notre premier podcast. Alors, encore une fois, merci et à très vite.